Aujourd'hui, la production mondiale de matières plastiques est de 311 milliards de tonnes par an. 44% de cette production est uniquement dédiée à l'emballage de produits. Si on prenait cette masse de plastique éphémère et qu'on recouvrait la France métropolitaine, on aurait une couche à la hauteur de la Tour Eiffel. Sauf que ce n'est pas la France que l'on recouvre, c'est un 7e continent qui se forme. 12 tonnes de déchets plastiques sont jetés dans les océans par minute. Ce sont des déchets qui ont une vie très longue dans la nature, jusqu'à 1000 ans. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé à cette catastrophe écologique alors que la matière plastique marque l'événement dingue de notre histoire? On a changé d'air. C'est la première fois que l'homme dépasse la nature. C'est la première fois qu'il a synthétisé de la matière. Donc, pour faire bref, les polymères qui constituent la matière plastique sont des grosses molécules. Et leur chimie fonctionne un peu comme un jeu de Lego. On ajoute des briques, on forme la masse initiale, on rajoute des briques fonctionnelles. Plus on rajoute de briques, plus la matière devient fonctionnelle, spécifique, et le matériau final adapté parfaitement à son utilisation. En plus, il est très simple, très facile de la mettre en forme. On la chauffe, on peut l'extruder, l'injecter, la souffler, la mouler. Et ceci à des cadences très rapides, jusqu'à 10 000 unités par machine et par heure. Avant, ce n'était pas du tout la même chose. Pour passer de matière à matériau, c'était beaucoup plus laborieux et les utilisations finales étaient nettement plus limitées. On extrayait déjà la matière, la masse initiale des ressources naturelles comme le bois, les minerais, les peaux de bêtes. Puis on faisait suivre un processus de transformation lourd et long pour obtenir au final un matériau utilisable. Avec la matière plastique, c'est la révolution. On obtient un matériau déjà aussi résistant que le métal, déjà aussi souple et léger que le bois, déjà aussi élastique que le caoutchouc. On peut le colorer à souhait, il est déjà résistant au chaud, au froid, il est déjà transparent, mais surtout il est déjà mis en forme. Donc ainsi, à partir des années 40, les matières plastiques s'installent dans notre quotidien. On revête les poils de téflon et nous de vêtements légers, souples et imperméables. On rajoute de l'élastane pour le confort. Les maillots de bain en laine n'existent plus, ils ne grattent plus et sèchent beaucoup plus vite. Vous êtes déjà imaginé, est-ce que vous êtes déjà posé la question comment était mon quotidien, comment aurait pu être mon quotidien sans le plastique? Les Tupperware, les Lego, les jouets, les bouteilles, les boîtes, les plastiques. Le plastique, c'est nouveau, c'est pas cher et c'est super pratique. Et puis, voilà, depuis les années 40, les matières plastiques se sont spécifiées, sont devenues de plus en plus performantes et aujourd'hui, on vole dans des avions quasiment faits de plastique. Donc, avec la matière plastique, on peut faire le meilleur comme on peut faire le pire. Et c'était tellement bien et pas cher qu'on a voulu le rendre plus rentable. On a donc inventé le jetable. Jeter pour réacheter. Et très vite après, un nouveau concept dans les années 50, l'obsolescence programmée, jeter plus vite pour racheter plus vite. Un exemple. Premier plastique synthétique, le nylon. Transparent et aussi résistant que l'acier. Un truc de dingue. Eh bien, la même année, 64 millions de paires de balinons se sont vendues. Un succès incroyable. Le problème, c'est que l'année suivante, les ventes se sont complètement effondrées, pour faute de besoin de renouvellement. L'industriel a donc modifié la formule, et pour la première fois, les balinons se sont mis à filer. Donc, on voit bien que dans cette histoire, en fait, dans cette catastrophe écologique, ce n'est pas tellement les déchets, parce qu'une société vivante produit forcément des déchets, sinon elle serait éteinte. Ce n'est pas tellement donc, les déchets et la matière plastique, c'est qu'on n'a pas pensé à l'après. Ils ont inventé le jetable, mais n'ont pas pensé au jeter. Ils n'ont pas pensé à revaloriser
donc nos déchets plastiques. Donc aujourd'hui, ben voilà, aujourd'hui on en est là, on a pris conscience qu'on nous a imposé des moyens, des modes de consommation, que de là, la qualité de nos biens s'est complètement dévalorisée, qu'on a complètement été dépossédés de nos moyens de production, et qu'aujourd'hui on nous rend responsables d'une catastrophe qu'on n'a pas choisie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour inverser la donne ? Eh bien, comme aujourd'hui, on peut reprendre le pouvoir sur son alimentation en mangeant bio ou végétarien, comme aujourd'hui, on peut reprendre le pouvoir sur son style de vie en s'exilant la campagne, en achetant naturel ou équitable, eh bien, pourquoi aujourd'hui, on ne pourrait pas reprendre le pouvoir sur toute notre consommation et se réapproprier l'appareil productif ? En fait, la démocratisation des moyens de production a déjà commencé, avec la manufacture additive, les imprimantes 3D, si vous voulez. On produit localement et selon nos besoins. Aujourd'hui, il est possible de ne plus s'accommoder avec une production de masse impersonnelle. On produit chez soi, selon soi, à la mode de soi. Alors, OK. Aujourd'hui, donc, on peut produire selon ses besoins, localement, c'est bien, OK. Mais est-ce qu'on a envie de refaire la même chose ? Est-ce qu'on a envie de créer de nouveau une catastrophe écologique ? Eh bien, j'arrive avec une bonne nouvelle, car il existe une machine de production unique qui traite de matières écologiques, des matières respectueuses de l'environnement, des matières biosourcées, biodégradables, recyclables et recyclées. Cette machine s'appelle PAM. Et avec PAM, vous pouvez produire localement et en masse des produits finis, uniques et de bonne qualité. Avec PAM, vous pouvez imprimer une paire de baskets en biosourcé d'un coup. Vous imprimez en couleur, mais vous imprimez aussi en transparent, en soyeux, en rigide, en souple, en flexible, en costaud aussi. C'est facile, car avec son interface intuitive, il n'y a pas besoin de s'y connaître. C'est simple, et surtout, le produit est fini. PAM est déjà commercialisé, et très bientôt, vous en verrez dans tous les coins de rue, dans les magasins de lunettes, de bijoux, d'articles de sport, et même chez vous, si vous voulez, parce que l'idée, en fait, c'est que d'ici à quelques années, ça se démocratise. Donc, avec PAM, vous allez pouvoir, par exemple, imprimer, fabriquer votre paire de lunettes, faites pour vous et selon la paire de lunettes de vos rêves, faites seulement pour vous, selon votre physionomie, et surtout, le matériau est sans risque. Il peut aussi se dégrader dans le temps, et votre paire de lunettes est en quelque sorte éphémère. C'est-à-dire que l'année prochaine, quand vous allez la jeter, quand elle deviendra obsolète, elle va se désintégrer dans la nature, et vous, l'année prochaine, vous serez déjà en train de fabriquer votre nouveau style pour cet été. Vos enfants imprimeront leurs jouets, et vous programmerez leur obsolescence à quand ils seront plus grands, et ce, avec le minimum d'impact sur l'environnement. Donc l'idée ici, en fait, c'est de réintroduire nos moyens de production dans le cercle vertueux d'un écosystème dans lequel nos déchets deviendraient une source d'énergie pour le maillon suivant. Et pour ceci, PAM a un petit secret de fabrication. Est-ce que vous voulez le connaître ? PAM, pendant sa fabrication, insère des petites graines dans ces objets, de telle sorte à ce que quand ces objets deviennent obsolètes et se retrouvent dans la nature, ils se désintègrent, relarguent leurs petites graines. De votre paire de lunettes pousse une fleur et de vos jouets une forêt. Avec PAM, vous fabriquez des objets qui deviennent pollen. Merci.